Vous savez quoi? On est aujourd'hui le mardi 7 avril et comme tous les jours sur la chaîne du Canard Réfractaire, on va faire une revue de presse. Bon, il y a un moment, clairement, ça va être plus nécessaire de faire des intros parce que je dis un peu toujours la même chose. Mais en tout cas, si ce contenu vous plaît, partagez-le, 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 c'est le meilleur moyen de la soutenir. Et puis comme d'habitude, avant de commencer les informations, on va parler des brèves. La Chine, en un seul mois, elle a produit 37,5 millions de vêtements de protection qu'elle a exportés partout dans le monde. Elle a produit 4 milliards de masques dans cette même période, près de 3 millions de kits tests de Covid-19 et 16 000 respirateurs. Le tout pour un peu plus de 1 milliard d'euros d'export. Tout ça pour dire que la grande machine chinoise est en train de redémarrer. Mais après, la production n'est pas assez ouf non plus pour répondre à tous les besoins du monde, ce qui fait qu'il y aura quand même des problèmes de pénurie. Mais Le Monde précise en parallèle de cette super production qu'il y a aussi pas mal de problèmes au niveau des commandes, avec des masques qui sont pas aux normes, avec des trucs qui sont envoyés qui n'étaient pas les bons, etc., etc. Évidemment, vu que tout le monde fait énormément de commandes, au niveau de la logistique, ça merde des fois, et au niveau de la production aussi. La production commence à redémarrer en Chine, mais elle est loin, très très loin de ce qu'elle faisait avant la période de confinement. Parce que dans le monde entier, il y a une baisse de la consommation et la Chine exporte beaucoup moins qu'avant. Et même si elle envoie des masques et des trucs comme ça compense pas du tout la perte qu'elle a. Et donc, puisque les exportations sont un peu bloquées, la Chine essaie de se relancer par son marché intérieur. Et on a vu dans des villes des gens en train de distribuer des bons pour que les personnes puissent aller au cinéma, consommer et relancer un peu la machine. En tout cas, la situation de la Chine, elle est à suivre de très très près parce que c'est elle qui va débloquer énormément de choses dans le monde vu qu'on est un peu tous dépendants d'elle. Enfin, on est tous dépendants, particulièrement les Français quand même. À force de délocaliser, on est très très dépendants. Pour cette deuxième brève, on va passer une information qui est un peu vieille mais qui est quand même rigolote. On va parler d'un article de Marianne qui fait référence elle-même à une note qui a été envoyée par le chef économiste de la banque Natixis. C'est une note qu'envoie souvent la banque pour expliquer un peu la situation mondiale et essayer de faire des prévisions pour que les gens puissent investir au bon endroit. Elle annonce une chose claire, c'est que la crise du coronavirus va forcément induire la fin du néolibéralisme. Même elle le dit, une banque d'affaires qui dit que ça va être bientôt la fin du néolibéralisme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans sa bouche, la fin du néolibéralisme, ça veut dire que l'État va remettre son nez dans la production, dans des secteurs stratégiques comme notamment la santé. Mais la note, elle s'arrête pas du tout là, elle va encore plus loin, en disant que la crise du coronavirus, elle va induire forcément la fin des politiques d'austérité. Et ça, notamment pour financer un service public de santé très fort. Et donc, pas le choix, selon lui, les pays européens seront obligés de mettre à plat leurs normes fiscales. Vous imaginez le truc, quoi. La fin du néolibéralisme, la fin des politiques d'austérité et une norme fiscale unifiée pour toute l'Union européenne. Le mec, il est ultra ambitieux, quoi. Mais comme on va le voir dans la seconde info tout à l'heure, il y a d'un côté la rationalité des acteurs et de l'autre côté la politique des gouvernants. Les choses rationnelles peuvent apparaître au grand jour à tout le monde, encore faut-il appliquer une politique qui les suit. Et en France, avec Macron et compagnie, on n'est pas sorti de l'auberge. Saviez-vous qu'il y a en France des personnes qui soignent d'autres du Covid-19 dans cette grande guerre que nous menons contre la maladie et qui sont payées 1 euro de l'heure? C'est pas ouf, 1 euro de l'heure. Quand la grande mobilisation a commencé, les hôpitaux, ils ont fait des demandes pour que des étudiants en médecine aillent en stage chez eux. Des étudiants en médecine qui sont déjà en 2e ou 3e année et qui sont reconnus au moins du niveau des aides-soignants. C'est-à-dire que c'est pas des personnes qui savent rien faire, quoi. Ils sont compétents et ils font le boulot, ils font le taf, ils font les 12 heures par jour. C'est un article de Marianne qui parle de ça. Et très justement, l'article il dit que en général, les étudiants qui galèrent en études de médecine, ils font un second boulot, notamment d'aide-soignants, vu qu'ils sont reconnus comme aides-soignants. Sauf que le problème, c'est quand tu fais 12 heures par jour dans un hôpital, c'est dur de faire les deux boulots. Donc tu es obligé, en fait, si tu veux être volontaire dans les hôpitaux, de travailler pour 1 euro de l'heure. Donc 12 euros par jour. Ce qui fait que les étudiants, en fait, ils sont le cul entre deux chaises dans un truc pas très agréable parce qu'à la fois, ils veulent aller aider, parce qu'il y a le coronavirus, parce qu'il y a des morts et que c'est leur boulot, tu vois. Mais de l'autre côté, ils peuvent pas financièrement tenir avec 1 euro de l'heure. Et Marianne parle aussi d'un clivage qui apparaît entre deux types d'étudiants. Le premier qui dit que c'est pas l'heure de faire de la politique et qu'il faut y aller, qu'il faut s'engager dans la bataille, etc., etc. Et l'autre qui dit, ouais, j'aimerais bien, mais j'ai pas les thunes pour ça, quoi. Le fait de pas savoir si tu vas bouffer ce soir ou si tu vas réussir à payer ton loyer, c'est vraiment pas une situation agréable et qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Et ça devrait d'ailleurs être le rôle de l'administration de rendre la mobilisation possible à la fois pour les étudiants aisés, mais aussi pour les étudiants pauvres, parce que c'est bien de ce clivage-là dont on parle. Et pourtant, il y a des solutions qui existent. Il y a la région Hauts-de-France, par exemple, qui envoie un chèque de 1 400 € à tous les stagiaires qui viennent aider à l'hôpital. Voilà, en plus des multiples pénuries, tu as ce problème-là de personnes qui soignent le Covid-19, mais qui sont totalement sous-payées. Et voilà, c'était la dernière information des brèves. On va pouvoir maintenant passer aux 3 informations. On l'a déjà vu dans des précédents épisodes de revue de presse, le lobby pharmaceutique il gagne énormément d'argent, notamment grâce à la rente de ce qu'il a breveté contre le diabète et le cancer.
Et cet argent-là, donc qui vient des patients malades et de la sécurité sociale, et ben en fait, ils le dépensent de manière très judicieuse. Mais vraiment, il n'y a rien à leur reprocher, quoi. Ils le dépensent notamment dans le fait d'offrir des restaurants et des nuits d'hôtel aux proches conseillers de Macron. Voilà. Et encore une fois, c'est Marianne qui rapporte ça dans un long article. Ceux qui conseillent Macron aujourd'hui dans la politique de santé, dans comment on doit gérer tout le bordel avec le Covid-19, ont reçu un demi-million d'euros d'hôtels, de restaurants, de chauffeurs, etc., etc. Donc ça situe à peu près l'ambiance, tu vois, dans l'entourage de Macron. On sait d'où ils viennent et on sait ce qu'ils défendent. Et parmi ces groupes pharmaceutiques qui donnent du fric aux conseillers de Macron, on a surtout deux qui investissent beaucoup. Le premier, c'est MSD. MSD, eux, ils sont en première ligne pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Ce qui fait que le conflit d'intérêts, mais il se sent mais à des kilomètres, quoi. Et le deuxième, c'est La Roche, on en a déjà parlé sans le nommer, c'est l'entreprise qui fait des machines hors de prix pour les tests nouvelle génération contre le Covid-19. Ces mêmes machines qui sont dites fermées, c'est-à-dire qu'il n'y a que les solvants de La Roche qui peuvent marcher avec les machines de La Roche. Ce qui pose énormément de problèmes de logistique parce qu'il faut trouver le bon solvant qui va avec la bonne machine et on est dans une situation de pénurie puisque tout le monde a délocalisé en Chine. Et cette corruption, en fait, elle concerne pas du tout que les conseillers de Macron, ça c'est connu, tout le secteur médical est largement sous influence des lobbies pharmaceutiques. Il y a un chiffre qui est assez clair là-dessus, il y a 1,36 milliard d'euros qui sont dépensés par les différents groupes pharmaceutiques pour faire du lobbying, enfin ce qu'ils appellent du lobbying. Ce qui s'affilie beaucoup plus en fait à de la corruption. C'est beaucoup plus clair quand on dit mot corruption. Il y a une étude qui a été faite à l'université de Rennes 1 pour savoir les conséquences en fait de cette corruption-là. Et en fait, c'est assez marquant, c'est que ceux qui sont corrompus par les lobbies pharmaceutiques, à travers les hôtels, à travers la bouffe, à travers tout ce que tu veux, ben en fait, ils prescrivent beaucoup plus de médicaments et en plus, ils le font mal. Et ça, on s'en doutait un petit peu parce qu'en général, quand tu as des gros groupes comme ça qui dépensent plus d'1 milliard d'euros, c'est que oui, il y a des conséquences et c'est rentable d'une façon ou d'une autre. Et Marianne donne une chouette info aussi, c'est que les industriels, dorénavant, depuis un peu moins de 10 ans, peuvent financer directement les études des médecins. Comme ça, ils donnent le biberon dès la naissance et ils sont sûrs qu'une fois qu'ils ont le diplômé et une fois qu'ils peuvent prescrire des médicaments, ils vont plutôt avoir tendance à donner des médicaments de ceux qui ont financé leur étude. Et donc ça, c'est légal, c'est généralisé et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le système de santé français. Mais si on revient aux conseillers de Macron là, qui sont corrompus, on remarque que cette corruption, elle ne touche pas tous les conseillers. Et que tu en as certains surtout où les entreprises ont énormément misé. Le docteur Spano, par exemple, il a déclaré dans sa fiche de transparence là, qu'il avait des liens avec des entreprises pharmaceutiques plus d'une fois par semaine. C'est-à-dire plus d'une fois par semaine, il se faisait offrir des chambres d'hôtel, des repas, des trucs comme ça, pour un montant en total, durant ces 5 dernières années, de 250 000 euros. Donc t'en as qui sont très corrompus tout en haut de l'échelle, et t'en as d'autres qui ont refusé mais 0 € des lobbies pharmaceutiques, et on retrouve notamment le célèbre docteur Raoult. Bon, on va pas revenir sur la polémique du docteur Raoult, de la chloroquine, de comment c'est géré par l'État, parce que pour le coup, moi j'en sais absolument rien, et il n'y a rien qui se détache comme une vérité qui soit contestable dans les articles, et donc faute de savoir ce qui est vrai, je m'abstiens de dire quoi que ce soit. Mais bien sûr, ça vous empêche pas de faire le débat par commentaire, hein. C'est juste que moi, sur ce coup, je m'abstiens. Et le truc intéressant qui va nourrir les débats en commentaire, c'est qu'à un moment, il y a eu une conférence, il n'y a pas très longtemps, et dans cette conférence-là, il y avait le docteur Lacombe qui était présent, parce qu'elle est conseillère de Macron. Et l'objectif de cette conférence, c'était de contredire toutes les polémiques qui étaient envoyées par docteur Raoult sur la chloroquine et sur la stratégie globale du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Le truc qui pose problème, c'est que ce docteur Lacombe, là, elle a touché 100 000 euros. Voilà, 100 000 euros de corruption en 5 ans des labos pharmaceutiques. Et le problème avec cette histoire, c'est que Macron, en choisissant ces conseillers-là, il ouvre largement la porte au conflit d'intérêts, aux labos pharmaceutiques, etc., plus que ce qui était nécessaire. Et ce qui va être compliqué, en fait, c'est quand le gouvernement va prendre la décision de généraliser un médicament pour soigner du coronavirus. Ça va être dur de savoir si ce résultat-là, c'est vraiment quelque chose de scientifique, c'est vraiment la meilleure solution, ou alors c'est un conflit d'intérêts énorme parce que les conseillers de Macron sont très proches des lobbies pharmaceutiques. Et ça va être d'autant plus compliqué que maintenant on le sait, les conseillers de Macron sont proches du labo pharmaceutique, et donc de manière inconsciente, on va se dire forcément la solution qui va en tirer, ça va être un truc qui va arranger les lobbies. Et ça va être dur de trouver un juste milieu entre un penchant qui dit forcément Macron il est corrompu par les lobbies et ça va forcément servir les intérêts des lobbies, et de l'autre côté, peut-être pas. Peut-être pas que c'est la seule solution, que techniquement, etc., etc. Et vu qu'on n'en sait rien dans le domaine médical, ça va être d'autant plus difficile de juger. En tout cas, on essaiera de se tenir au courant dans le Canard réfractaire et la revue de presse sur comment évolue la situation. Même quitte à pas pouvoir faire de vraies conclusions, mais au moins on peut informer sur ce qui se passe.
Là, c'est la 12e revue de presse et j'ai souvent cette impression récurrente qui vient et qui dit bon, ça peut pas être pire. J'avais ressenti ça avec l'usine costamoricaine là qui faisait des masques il y a 2 ans et dont les chaînes de production ont été découpées et vendues au kilo inférieur. Je me disais franchement, mais il n'y a pas d'histoire pire que celle-là, quoi. Là, il y a eu Luxfer qu'on a parlé hier et je pensais que c'était le summum. Je veux dire, c'est BlackRock qui ferme une usine, la seule qui fabriquait des masques d'oxygène en Europe, une entreprise qui faisait des bénéfices, et tout ça pendant une crise sanitaire qui a produit une pénurie énorme de bouteilles d'oxygène. En plus, t'as Bruno Le Maire qui refusait la nationalisation, et je me dis, il n'y a pas pire que ça. Mais ce qui est bien avec ce gouvernement, c'est qu'il nous surprend de jour en jour. Car oui, je trouve qu'il y a une histoire encore pire que ces deux-là. Mais quand je dis pire, c'est surtout au niveau symbolique, hein. C'est le message qui est envoyé. Je trouve qu'il y a encore pire que les 2 cas qu'on a vus juste avant. Mais qu'est-ce donc cette nouvelle, me direz-vous? Eh bien, vous l'avez peut-être vu passer, c'est le CHRU de Nancy qui se projette en fait après le coronavirus et qui se dit bon, il n'y a pas raison d'arrêter ce qu'on avait prévu de faire. Et ce qu'ils avaient prévu, c'est assez simple en fait, hein. C'est la suppression de 175 lits et de se débarrasser de 600 personnes dans leur personnel. Je sais pas si j'ai besoin de commenter ça, quoi. Pendant la crise du coronavirus, là, t'as des gens qui travaillent 12 heures par jour dans les hôpitaux, qui sont sans protection, qui essayent d'endiguer tout ce qui arrive. T'as plus de 8000 morts en France, c'est un des premiers foyers d'épidémie. Tout, absolument tout, montre qu'il nous faut un système de santé fiable. Et puis t'as les discours de Macron, de Le Maire, de Véran qui disent mon Dieu, incroyable, les médecins, les soignants, tout ce qu'ils font pour la nation. T'as à l'hôpital de Nancy qui dit bon, on va virer 600 personnes et supprimer 175 lits de réanimation. Et forcément, il y a eu plein de réactions de plein de politiques, et notamment celle d'Olivier Véran, qui est le ministre de la Santé, et qui a dit ceci après avoir pris connaissance de ce qu'avait dit le CHRU de Nancy. Évoquer de tels chiffres à l'heure où les équipes vont au bout du bout de leur investissement personnel est à la fois déconcertant et indécent. Donc là, il critique la communication qui est faite par l'hôpital de Nancy. Mais concrètement, comment il juge la décision qui a été prise? Il ne faut pas oublier aussi que cette soudaine passion pour le service public qu'a la Macronie, c'est quelque chose d'absolument nouveau et que pendant les 3 ans qui ont précédé le coronavirus, ils n'ont fait que accélérer et amplifier ces plans de licenciement et ces suppressions de lits. Donc ce qu'a dit Olivier Véran, c'est que tous ces plans de réorganisation, ils seront au moins reportés jusqu'après la crise du coronavirus. Sauf que ce que précise le CHRU de Nancy, c'est que leur truc était prévu après le coronavirus. Donc en fait, ça coûte pas cher de dire ça, vu qu'il n'y avait aucun plan de réorganisation qui était prévu pendant la crise du coronavirus. Et Véran, il précise que ces suspensions de plans de réorganisation, ils seront suspendus jusqu'à une prochaine grande consultation. Il aurait pu dire plein de trucs, le ministre de la Santé, mais il a choisi de dire consciemment, on va suspendre ça jusqu'à une prochaine grande consultation. Vous savez, comme le grand débat, comme tous ces trucs-là, la grande concertation. Tu vois, il aurait pu dire quelque chose qui ressemble à ça. Ce que disent les gens du CHRU de Nancy est inacceptable. Non, il n'y aura pas plus de suppression de lits. Non, il n'y aura pas plus de suppression de postes. Ça suffit. On va faire en sorte de remettre l'hôpital public sur pied. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu faire ce choix-là. Et ça aurait été cohérent par rapport à tout ce qu'il disait. Ou alors, il aurait pu se la jouer un peu ironique, tu sais, en tweetant quelque chose qui ressemblerait à ça. En réponse au CHRU de Nancy, nous allons organiser un grand plan d'investissement pour suspendre définitivement tous les plans de réorganisation et permettre aux hôpitaux publics de pérenniser l'ensemble des lits de réanimation qui ont été mis en place pendant la crise du coronavirus et de recruter massivement du personnel soignant. Il aurait pu dire ça. Ça aurait été bien s'il disait ça. Hein. Mais il a dit on va faire une grande consultation. Voilà. Ça, c'est notre ministre de la Santé. Nos gouvernants, ils sont vraiment désespérants. Enfin, jour après jour, ils sont de plus en plus désespérants. Et on finit par un autre long article, cette fois de Reporter, qui dénoncent, eux, la dérive sécuritaire du gouvernement sous fond de coronavirus. Reporter, ils pointent du doigt notamment des pratiques qui sont devenues quotidiennes alors qu'avant, elles étaient vraiment exceptionnelles. Notamment avec l'usage de drones de la part de la police, des patrouilles permanentes et même des hélicoptères avec des caméras infrarouges pour voir si ou non les gens respectent le confinement. C'est un peu, si vous voulez, comme si on était en permanence dans une manifestation de gilets jaunes, sauf que là, il n'y a pas de gilets jaunes. Et l'article parle notamment de villes qui font de la surenchère de mesures sécuritaires. Dans des villes, il est interdit de se baigner, ou il est interdit d'aller à plus de 10 mètres de son domicile, où l'accès aux forêts et aux montagnes est elle aussi prohibé. Et quant à la police, elle peut juger de manière très arbitraire si oui ou non nos déplacements sont justifiés.
Et là, clairement, il y a aussi des abus et on parle notamment de cette amende de 135 € qui a été distribuée plus de 300 000 fois déjà. Et il y a beaucoup de ces amendes-là qui sont totalement injustifiées. Et il y a un site qui les énumère et on retrouve des histoires assez édifiantes. Vous retrouvez le lien en description, bien sûr. Et ces abus, ils se multiplient, notamment parce qu'en temps de crise et en temps de guerre, comme dit le président, on ne conteste pas le pouvoir en place. On a peur, donc on ne conteste pas. Et Reporter fait pas mal écho à des cas de violence policière, en sachant pertinemment que ceux-là ne seront jamais punis. Déjà parce que d'habitude, l'IGPN, tout ça, vous connaissez le bordel, les violences policières ne sont pas punies, mais encore plus maintenant parce qu'on ne conteste pas en temps de crise. Bon, évidemment, ici, comme dans l'article de Reporter, l'idée, c'est pas de contester le confinement, ni de contester les moyens qui doivent être mis en place pour faire respecter ce confinement. Il y a quand même des choses qui interrogent, sur lesquelles notre esprit critique doit s'exercer, et notamment sur plusieurs points. Le truc le plus évident, c'est au niveau de la communication du gouvernement. À un moment, Macron, il incitait les gens à aller au théâtre. Après, il disait qu'il fallait absolument aller voter, et maintenant, c'est le cloisonnement total. Et surtout, les mesures, c'est pas parce qu'elles sont fortes et sécuritaires qu'elles sont forcément efficaces. Et notamment dans le fait que ça renforce l'angoisse qu'on peut ressentir en période de confinement. Et ça crée énormément de violence psychologique. Et on pense notamment à ceux qui sont dans des mini-appartements, dans des grandes villes. Et cette dérive sécuritaire-là, il faut le lier à d'autres phénomènes. Et notamment, un des plus importants, c'est le discours très militariste d'Emmanuel Macron. Mais aussi, avec l'affaiblissement du Parlement, la gouvernance par ordonnance, une bureaucratie un peu décadente qui fait un peu n'importe quoi avec les formulaires, la surveillance généralisée à travers les smartphones, et aussi l'importance de plus en plus grande qu'ont les entreprises de techno-sécurité qui proposent, eux, des drones, des trucs de surveillance faciale, etc., ce genre de choses. Et tout ça, ça fait une tambouille assez bizarre, tu vois. Tu prends un élément, tu dis, bon, ça va, tu prends tout, là, tu commences un peu à t'inquiéter. Et ce que j'ai vite fait énumérer ici, vous pourrez le voir beaucoup plus développé dans l'article de Reporter. Sachant qu'ils arrivent en fait à bien se placer et c'est ça le plus dur dans ce débat. À la fois, c'est de ne pas contester le confinement qui était nécessaire, mais à la fois de critiquer comment ce confinement-là est appliqué. Sachant qu'il ne faut pas oublier que cette dérive sécuritaire du gouvernement, elle n'est pas liée au coronavirus. Bien avant l'épidémie, il y a eu cette dérive-là qui était constatée. Je veux dire, l'allemand, les gilets jaunes, Castaner, tout ça, ça existait bien avant le coronavirus. Donc la question qu'il faut se poser, c'est à quel point le gouvernement va utiliser la crise, le choc du coronavirus pour renforcer, pour accélérer cette tendance qu'il avait déjà à l'autoritarisme. Et ce qui conclut cette revue de presse du jour. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et la revue de presse est tous les jours à peu près à 20 h tant que le confinement dure. Ce qui nous permet à tous de maintenir un esprit critique par rapport à l'actualité, de ne pas se laisser déborder et surtout pour préparer l'après-coronavirus. Le meilleur moyen de participer et d'encourager cette initiative, c'est de la partager sur vos réseaux. En tout cas, on est de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 13 000 abonnés avec la dernière vidéo et ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, nous, on se retrouve demain et je vous souhaite à tous un bon confinement.